Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Donc, mon nom est Christine Cassivi. Je vais assurer l'animation du séminaire, webinaire aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Je suis étudiante au doctorat en sciences infirmières, donc je suis infirmière de formation, puis je fais partie du comité d'orientation de l'Axe santé mentale depuis 2023. Je fais aussi partie du comité étudiant là, du RQSHA, donc le Réseau québécois sur les troubles de l'humeur et les troubles associés. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Avant de débuter, je vais vous présenter rapidement là, les organismes qui soutiennent ce webinaire aujourd'hui. Donc, premièrement, on a le Réseau de recherche en santé des populations du Québec, plus spécifiquement l'Axe santé mentale. Donc, l'Axe santé mentale a été créé en 2014, le réseau, lui, en 2002. Et il a pour objectif de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour la clientèle. Donc, cet axe regroupe plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés qui proviennent de plusieurs milieux et travaillent sur des thématiques diversifiées. Cet axe propose aussi plusieurs opportunités de financement, comme des initiatives structurantes, des différents concours pour les chercheurs et pour les étudiants, mais aussi des opportunités de rayonnement pour les projets de recherche et pour les membres. Donc, ce webinaire est présenté en collaboration avec Calaxia. Calaxia, c'est un réseau qui met en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès des publics diversifiés, comme les gestionnaires, les professionnels œuvrant en santé et auprès des services sociaux, puis dans le milieu communautaire. Ça met en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires, des publications brèves et des ressources en ligne. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site web. Il y a aussi une présence sur plusieurs réseaux sociaux, puis ils mettent beaucoup l'accent aussi là, sur les publications vulgarisées en français. Donc, c'est très intéressant pour ça. Finalement, le Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés donc, vise à promouvoir la recherche multidisciplinaire et interprofessionnelle sur les caractérisations du phénomène suicidaire, les interventions pour sa prévention et son traitement. Il vise aussi à favoriser le réseautage entre les communautés scientifiques, les professionnels et les non-professionnels des milieux cliniques communautaires, les patients et les familles. Il vise aussi à favoriser la création d'effets de levier pour le financement de la recherche, la formation de la relève, le développement d'initiatives stratégiques et le transfert des connaissances. Donc, comme je suis également sur le comité étudiante, là, je vais prendre un petit moment pour vous dire de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent, plusieurs webinaires également là, de ce côté-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement chacun des conférenciers, puis je vais laisser la parole là, par la suite à chacun d'entre eux. Je voulais, avant toute chose, vous informer que la séance est enregistrée, puis elle va par la suite être disponible sur le site web du réseau, sur le site web de Calaxia et sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, on va vous inviter à écrire vos questions dans le module questions et réponses situé au bas de l'écran. On va aussi avoir une période d'échange à la fin du webinaire où vous pourrez poser vos questions à l'oral et je lirai également les questions qui ont été posées dans le chat. Certaines informations complémentaires vont aussi être mises à votre disposition dans la section clavardage. Donc, pour toute autre question, notamment les questions techniques, vous pouvez les écrire dans le module Converser, puis Armelle, la coordonnatrice de l'Axe santé mentale des populations, va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec Tania, donc qui a une maîtrise en ergothérapie et qui est également candidate à la maîtrise en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. On aura par la suite Paul Rodrigue qui a terminé son PhD et qui travaille là, comme chercheur au Centre d'urbanisation, culture, société à l'Institut national de la recherche scientifique. On aura par la suite Émilie Laberge-Perrault qui est candidate au PhD également au niveau du système, organisation et politique de santé à l'ESPUM à l'UDM. Finalement, on aura Chloé Drapeau, qui est candidate à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique. Elle est affiliée au Centre de recherche du CHUM à l'UDM. Pour commencer, je vais passer la parole à Tania, puis je vais te laisser partager ton écran. Merci, Christine. Juste confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, Oui. parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les facteurs influençant la santé mentale des étudiants de première année en réadaptation, une étude qualitative réalisée dans le cadre de ma maîtrise en sciences de la réadaptation sous la direction de la professeure Shalini Lal. Pour commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Que vous évoque-t-il le mot santé mentale étudiante?
Avez-vous déjà été inquiet pour votre bien-être en tant qu'étudiant? Avez-vous déjà été inquiet pour le bien-être d'étudiants que vous côtoyez? Avant mes études en sciences de la réadaptation, j'ai été étudiante en ergothérapie. Au cours de mes études, j'ai constaté en première personne que maintenir un état de bien-être aux études n'est pas une tâche aisée. Vous avez des doutes? Eh bien, remémorez-vous vos 18-25 ans. Pour certains, cette période peut être plus loin que pour d'autres, mais vous voilà, jeune de 18-25 ans qui débute la vie adulte. Les yeux remplis d'étoiles, la tête pleine de projets et le cœur rempli d'espoir, vous quittez le nid familial pour aménager dans votre premier logement. À cela s'accompagnent de nouvelles responsabilités financières, telles que faire l'épicerie, payer le loyer ou régler les factures, et ménagères, telles que nettoyer le logement, cuisiner, faire la lessive. Et cette période de la vie est également un moment où vous affirmez votre identité sexuelle et personnelle. Beaucoup de choses se passent et je suis certaine que chacun d'entre nous a énormément d'anecdotes, drôles et aussi un peu moins drôles, sur cette période de sa vie. Maintenant, je suppose que la plupart d'entre vous associent également le début de la vie adulte à sa première rentrée universitaire. Au défi de la vie personnelle s'ajoutent alors les exigences académiques élevées, l'adaptation au nouvel environnement universitaire et l'intégration d'un nouveau cercle d'amis. C'est alors le moment de jongler entre l'horaire des cours, les devoirs, les examens, en plus de tenter de cuisiner, garder un appartement propre et faire la lessive. Est-ce que vous sentez le stress monter? Parce que moi, oui. Il n'est pas facile de garder un équilibre et souvent, il y a quelque chose qui finit par ne pas être fait. Dans mon cas, c'est le ménage. Et je sais que je ne suis pas la seule à trouver difficile de garder un équilibre. La presse et les réseaux sociaux regorgent de témoignages frappants concernant la gravité des problèmes de santé mentale pour les étudiants. Les demandes à l'aide se répandent et agir pour l'amélioration de la santé mentale des étudiants devient une priorité. Une des populations à risque est celle des étudiants de premier cycle dans un domaine de la santé. Et savoir que les étudiants du domaine de la santé sont touchés en grand nombre par les enjeux de santé mentale ne fait que m'inquiéter davantage pour la situation. Je veux dire, vous imaginez les conséquences? Il ne s'agit pas seulement de l'impact sur la performance académique des étudiants, qui en soi est déjà un problème assez important, mais également des conséquences sur notre société. Ces étudiants sont les futurs professionnels de la santé. Comment peuvent-ils bien soigner si eux-mêmes ont besoin d'être soignés? Je pense que vous serez d'accord, il est important d'intervenir en amont, soit auprès des étudiants de première année universitaire dans un programme du domaine de la santé. Les interventions pour aider à promouvoir et prévenir la santé mentale des étudiants poussent comme des champignons, et ensemble avec elles, les études qui certifient leur qualité. Dans un examen de la portée réalisé en 2023 dans le cadre de ma maîtrise, j'ai recensé 60 études abordant le sujet des interventions de promotion et de prévention de la santé mentale pour les étudiants de premier cycle dans un programme du domaine de la santé. Les résultats témoignent qu'un intérêt particulier est accordé aux étudiants de certains domaines, tels que les domaines de médecine et soins infirmiers, qu'une attention particulière est accordée aux enjeux tels que l'anxiété, le stress et la dépression, qu'une prévalence d'intervention vise à agir avec des interventions de type pleine conscience, yoga et gestion des émotions, et qu'une prévalence d'études vise à explorer l'efficacité des interventions. Or, imaginons que nous voulons appliquer une intervention au contexte réel. Il serait important, pour assurer l'adoption de l'intervention par les étudiants, d'avoir des informations quant à l'acceptabilité, la faisabilité et l'efficacité des interventions. Ces éléments permettent de favoriser une implantation réussie sur le long terme. Cependant, comme semble le démontrer l'examen de la portée, les études visent principalement à mesurer l'efficacité des interventions. Ainsi, la perception des étudiants quant aux interventions est moins prise en considération. De plus,
Certains programmes sont sous-représentés. Il serait nécessaire de mieux explorer leurs besoins afin d'assurer la mise en place d'interventions qui répondent à ce que eux-mêmes ont besoin. Parmi les programmes sous-représentés, on retrouve les programmes d'ergothérapie et physiothérapie. Pourtant, les étudiants de ces programmes ont également des besoins importants en matière d'intervention de santé mentale. Et l'augmentation de la demande de services en ergothérapie et en physiothérapie ne fait qu'accroître le besoin d'assurer une relève compétente et en état de bien-être, favorisant leur participation active aux activités professionnelles. Cette étude vise donc à explorer la perception des étudiants de première année en ergothérapie et physiothérapie quant aux facteurs et aux enjeux principaux de santé mentale. Il vise également à recueillir leur avis quant aux interventions qu'ils considèrent comme étant prioritaires afin de répondre à leurs besoins. Mais comment atteindre mon objectif? À cet effet, j'ai utilisé une méthode qualitative de photographie participative nommée photo-élucidation. Concrètement, j'ai demandé aux étudiants de prendre 2 photos. Une représentant un facteur qui influence négativement leur santé mentale et une qui représente un facteur qui l'influence positivement. À partir de ces 2 photos, nous avons exploré, lors d'entrevues individuelles semi-dirigées, leur perception des facteurs qui influencent leur bien-être étudiant, leur connaissance des services, ainsi que les interventions qu'ils considèrent utiles pour améliorer leur santé mentale. Le processus que j'ai entrepris ressemble pas mal à celui qu'on a lorsqu'on veut assembler un casse-tête. Sauf qu'au départ, je disposais seulement de pièces blanches. Les étudiants ont été les artistes qui ont donné une forme, une texture et de la couleur aux pièces. Mais il fallait ensuite les assembler. À cet effet, j'ai utilisé une analyse inductive générale. En gros, j'ai ramassé toutes les pièces du casse-tête au même endroit. J'ai ensuite pris le temps de bien les observer en faisant attention à leur forme, couleur, motif. J'ai ensuite comparé et trié les pièces en fonction de leur similitude. Et pour m'assurer la précision dans le processus et pour confirmer que je n'ai rien oublié, j'ai demandé à une deuxième personne de m'aider. J'étais alors prête à l'assemblage du casse-tête. Au total, 3 étudiants ont contribué au casse-tête, 2 étudiants en ergothérapie et 1 en physiothérapie. 2 étudiants s'identifiaient au genre féminin et 1 au genre masculin. Même si seulement au nombre de 3, les étudiants ont été très généreux et m'ont fourni énormément de pièces pour mon casse-tête. Commençons par quelques photos. Tout d'abord, les facteurs négatifs. Déséquilibre de l'horaire occupationnel. C'est une organisation qui ne prend pas en compte le bien-être des étudiants. C'est aussi simple que ça. C'est un manque de réflexion de leur part. Le désordre. Par le désordre qu'on voit dans cette chambre, ça peut illustrer dans le fond l'accumulation du poids, du stress qu'on peut ressentir en tant qu'étudiant. Comme il y a beaucoup de choses qui s'accumulent à l'intérieur de nous, puis dans le fond, pour que ça aille mieux, pour libérer ce poids, il faut s'organiser, trier, dans le fond, ce qu'on ressent, soit en écrivant, se faisant un plan de ce qu'on veut faire, soit en mettant des mots là-dessus. Un horaire occupationnel chargé négativement. Oui, comme je disais avant, pour moi, c'est une source de stress. Genre, je regarde l'image maintenant et je suis comme, oh my God, j'ai plus envie de refaire ça. Genre, moi, si on me disait, on te donne 50 000 on va dire, et tu refais ta première année d'ergothérapie, moi, ma réponse, c'est non. Ou bien, je prends l'argent et je reste en deuxième année. Et voici ce que nous disent les étudiants concernant les facteurs influençant positivement leur santé mentale. Environnement social. Dans le fond, l'environnement social est relié au bien-être de la personne, mais ce que c'est principalement la seule portion de l'environnement qui vient vraiment donner un bienfait positif et concret sur sa santé mentale. L'apaisance. Cette photo illustre le fait de prendre un moment pour soi, dans ses études, qu'on consacre à faire quelque chose qu'on aime sans se culpabiliser de penser à ses études. Vraiment, de prendre son temps
de rendre son temps plus efficace et de prendre soin de justement d'oxygéner son cerveau. La liberté. Quand on regarde la photo, on voit que genre le monde, il est ouvert à nous. Donc, c'est vraiment comme la santé mentale. Je la relie beaucoup à l'autonomie, la liberté. Et moi, cette photo, c'était juste I'm free. Genre, je suis libre. Je suis libre de faire ce que j'ai envie dans le monde. Le monde, il est à moi. C'est tout ouvert. On n'est pas coincé dans une petite boule. Donc, oui, c'est ouvert. C'est vraiment toi qui décides qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. À partir de ces photos, plusieurs thèmes ont émergé. En somme, les étudiants ont nommé comme facteurs négatifs la structure ou exigence du programme, la culture universitaire de performance, la transition vers le milieu universitaire, le faible environnement social, la restriction dans les AVD et AVQ, les contraintes liées à l'environnement physique, les expériences de stage. Et comme facteur positif, le soutien de l'environnement social, le lâcher-prise et les activités récréatives et de bien-être. Quant aux interventions et services favorisant leur bien-être, les étudiants savent que des services existent, mais pour la plupart, ils n'en ont pas bénéficié en raison de leur charge d'études, d'obligations personnelles, d'un manque d'intérêt, de restrictions liées à la COVID, de la localisation des services ou du manque de promotion. Quant à leur avis concernant les pistes d'intervention à utiliser, les thèmes émergents sont l'adaptation de la structure et des exigences du programme, les activités sportives, les kiosques de bien-être, les groupes de soutien et l'atelier de transition. En attendant, même si les résultats ont un faible niveau de transférabilité, ils restent tout de même parlants. Pour nommer quelques réflexions, il est essentiel d'aborder le fait que les résultats semblent souligner un besoin en matière d'intervention de promotion et de prévention de la santé mentale auprès des étudiants en ergothérapie et en physiothérapie. Il semble que les étudiants fassent face à des facteurs influençant négativement leur santé mentale. Cependant, certains des facteurs nommés par les étudiants sont peu ou pas pris en compte par les interventions recensées. Il serait intéressant d'explorer plus en profondeur la pertinence de ces facteurs pour les étudiants des programmes d'ergothérapie et physiothérapie afin d'identifier si ces facteurs constituent une priorité d'intervention pour ces étudiants. Aussi, certains sujets, tels que par exemple les stages, ont peu été mentionnés lors des entrevues. Pourtant, ceci constitue généralement une exigence de réussite pour les étudiants dans un domaine de la santé et peuvent occasionner plusieurs défis pour les étudiants. Il est donc important d'explorer plus en profondeur cet élément. Certes, je suis de parti, mais je trouve l'utilisation de la photographie participative une approche intéressante et pertinente. De plus, le processus de recherche transparent favorise la reproductibilité de l'étude et sa crédibilité. Mais je reste tout de même objective et consciente que 3 participants, ce n'est pas beaucoup. Et l'aspect participatif du projet mériterait d'être développé davantage. Cependant, il y a de la relève et l'étude serait poursuivie avec d'autres étudiants. En attendant, je vous demande, quelles seraient les 2 photos que vous auriez prises? Je remercie les organismes subventionnaires qui m'ont soutenu pendant mes études et au cours de mes présentations et je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Tania, pour ta super belle présentation, pardon. Je passe maintenant la parole à Paul. Vous voyez mon écran? Tout est beau? Parfait. Donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui
présenter dans ce webinaire. Donc, je suis Paul Rodriguez, chercheur postdoctoral à l'INRS. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'analyses que j'ai réalisées dans le cadre de ma thèse qui portait sur les liens entre les quartiers et les violences dans les relations amoureuses chez les adolescents. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement du rôle de la végétation urbaine sur ce phénomène. Alors, les violences dans les relations amoureuses renvoient à l'ensemble des comportements violents qui peuvent avoir lieu au sein d'une relation amoureuse et qui peuvent être de nature psychologique, physique ou sexuelle. Au Québec, selon les données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, on observe que près d'un adolescent sur trois a déclaré en avoir déjà subi, tandis que près d'un adolescent sur quatre a déclaré en avoir déjà perpétré. Et comme on le voit ici, la forme psychologique serait la plus prévalente, suivie des formes physiques et sexuelles. Au-delà donc de la forte ampleur de ce phénomène, il faut aussi savoir qu'il peut avoir de nombreuses conséquences sur les personnes qui en sont victimes. C'est notamment associé à une moins bonne santé mentale, avec davantage de symptômes dépressifs ou anxieux, mais c'est aussi associé à l'adoption de davantage de comportements à risque, comme par exemple la consommation d'alcool, de drogue ou de comportements sexuels à risque, comme le fait d'avoir des rapports sexuels non protégés. À côté de ça, le fait de vivre de la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence est aussi associé à un risque plus élevé de vivre de la violence entre partenaires intimes à l'âge adulte. Et donc, pour toutes ces raisons, il est intéressant donc de se questionner sur les déterminants de ce phénomène afin d'identifier des stratégies préventives efficaces pour permettre de prévenir l'émergence des violences dans les relations amoureuses. Aujourd'hui, la plupart des travaux se sont surtout intéressés au rôle des facteurs individuels ou familiaux, et on en sait assez peu en fait sur le rôle des quartiers, sur l'effet des quartiers en fait sur les violences dans les relations amoureuses. Il y a assez peu d'études sur le sujet et en plus la plupart des résultats sont assez mitigés. Il faut aussi savoir que la plupart de ces travaux ont mobilisé la théorie de la désorganisation sociale pour expliquer ces relations qui met surtout en fait l'accent sur les facteurs de risque et sur le rôle de l'environnement social. En fait, cette théorie suggère que certains types de quartiers pourraient, le fait de vivre dans certains quartiers socialement désorganisés, pourrait engendrer une certaine perturbation dans l'organisation sociale, ce qui pourrait favoriser donc l'émergence de comportements violents comme les violences dans les relations amoureuses. Donc, la plupart des études sont surtout focalisées en fait sur le rôle de la défavorisation ou encore du manque de cohésion sociale ou de manque de contrôle social informel dans ces quartiers. Pourtant, dans une étude que j'ai récemment menée, on a pu mettre en avant en fait le rôle de l'environnement bâti dans ces comportements. Et il faut aussi souligner que la végétation, comme caractéristique en fait des quartiers, pourrait se placer comme une ressource particulièrement importante chez les adolescents, étant donné qu'elle pourrait directement agir à travers des processus psychocognitifs et favoriser donc une meilleure santé mentale et leur bien-être. C'est notamment associé en fait à une diminution du stress et de la fatigue mentale, et ça pourrait favoriser donc une meilleure santé mentale qui est considérée comme un déterminant de la violence dans les relations amoureuses. Malgré donc ces constats, les résultats que j'avais menés pendant ma thèse ont montré des résultats assez mitigés en ce qui concerne la violence dans les relations amoureuses. En fait, on avait observé des effets protecteurs pour la violence psychologique subie chez les garçons, mais on avait observé que le niveau de végétation était associé à davantage de violences physiques et sexuelles subies chez les filles. Et donc, ces résultats assez mitigés et un peu contradictoires pourraient en partie s'expliquer par les mesures qui avaient été utilisées. Donc moi, dans mon cas, j'avais utilisé le NDVI, qui est en fait une mesure qui va, faire simple, mesurer la quantité de verre au sein d'un quartier, mais qui présente la limite de ne pas distinguer les différents types de végétation. Donc en utilisant le NDVI, on considère aussi bien les arbres que les parcs, que les terrains de pelouse, etc. Pourtant, on sait que ces différents aménagements pourraient avoir différents effets sur les individus. Et à travers ce constat, je me suis donc plus spécifiquement intéressé au rôle des arbres, qui est généralement considéré comme un meilleur prédicteur de la santé mentale. La plupart des études en fait suggèrent que ça serait l'exposition aux arbres et à la canopée, précisément, donc au couvert végétal, qui pourrait contribuer à une meilleure santé mentale chez les individus. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que les liens entre les facteurs socio-environnementaux, donc liés au quartier, et la violence dans les relations amoureuses pourraient varier selon le genre. Et donc, pour bien comprendre le rôle de la végétation, il est également important de considérer ces différences selon le genre. En fait, de façon générale, la plupart des études ont tendance à suggérer
que les garçons pourraient être plus exposés à leur quartier et donc pourraient davantage être influencés par les facteurs positifs et négatifs de leur quartier. En plus de ça, des études suggèrent aussi que les garçons pourraient être plus sensibles à l'effet de la végétation, qui pourrait davantage contribuer à une diminution des comportements violents et de l'agressivité chez les adolescents. À travers ces constats, donc, les objectifs de ces analyses étaient doubles. Tout d'abord, il s'agissait d'analyser l'association entre l'exposition à la végétation et la violence dans les relations amoureuses en matière de perpétration et de victimisation. On suppose ici donc une plus forte proportion de canopée qui va permettre de décrire l'exposition aux arbres est associée à un risque plus faible de perpétrer et de subir de la violence dans les relations amoureuses. On suppose également, on voulait aussi évaluer ici les variations selon le genre, et on suppose ici donc que ces associations pourraient être différentes chez les filles et chez les garçons. Et on suppose aussi, par rapport aux précédentes études, que les associations pourraient être plus marquées chez les garçons que chez les filles. Donc, pour répondre à ces objectifs, nous avons mobilisé les données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, qui fournit un échantillon représentatif des adolescents scolarisés de la première à la cinquième secondaire. Dans notre cas, on a utilisé uniquement les participants qui résidaient sur l'île de Montréal. Et pour ça, donc, on a sélectionné les participants qui avaient un code postal de résidence sur l'île de Montréal. Ensuite, parmi ces individus, on a sélectionné uniquement ceux qui avaient déjà eu au moins une relation amoureuse au cours des 12 derniers mois. Et enfin, les participants qui avaient des données manquantes pour les mesures de la violence dans les relations amoureuses ont été exclus. Et donc, notre échantillon était composé de 1000 individus. À partir de ces données, on a mesuré différentes formes de violence dans les relations amoureuses. Donc, on a distingué les formes psychologiques des formes physiques et sexuelles, et pour chacune des deux, on les a distinguées en matière de victimisation et de perpétration. Donc, sans rentrer dans le détail, pour chacune de ces mesures, différentes questions ont été utilisées, et pour chacune de ces mesures, on a distingué les participants qui déclaraient ne jamais avoir perpétré ou subi de la violence dans les relations amoureuses selon la variable qu'on utilise, de ceux qui avaient déclaré en avoir subi au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Donc, on a pu ainsi obtenir 4 mesures différentes de la violence dans les relations amoureuses en matière de victimisation et de perpétration. Ensuite, on s'intéresse donc à l'effet de l'exposition à la végétation, et pour ça, on a utilisé des mesures qui permettent de mesurer le pourcentage de canopée au sein des quartiers. Donc pour ça, on a utilisé une cartographie qui a été produite par le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy, qui est disponible en données ouvertes et qui permet en fait d'identifier le couvert végétal, donc la canopée, qui renvoie en fait à l'ensemble de la végétation qui a une hauteur de supérieure à 2 mètres. Ça permet de cette façon donc d'isoler le couvert végétal fourni par les arbres. Ensuite, on a sélectionné l'ensemble des participants à l'EQSJS et on les a localisés à partir de leur code postal de résidence, donc la petite étoile qu'on voit sur le schéma à droite. Et on a opérationnalisé donc des zones tampons polygonales fondées sur le réseau routier qui permettent de décrire leur exposition à la végétation. Donc pour faire simple, chaque individu, on a tracé en fait l'ensemble des chemins possibles jusqu'à 1000 mètres de distance et l'ensemble des points qu'on avait obtenus ont été reliés pour permettre d'obtenir donc le polygone irrégulier que vous voyez ici. Et à partir donc de ce polygone, on a calculé le pourcentage de canopée qui était inclus dans ce polygone. On a ensuite découpé en 4 catégories, inférieures à 15%, 15 à 20%, 20 à 30% et plus de 30%. Pour analyser ensuite les liens entre le pourcentage de canopée et les différentes mesures de violence dans les relations amoureuses, nous avons également identifié certaines covariables pour ajuster les modèles qui ont été utilisés. Donc, au niveau individuel, les données de l'EQSJS nous ont permis de mesurer le genre, le niveau de scolarité des parents et leur lieu de naissance. Et on a également ajouté des mesures au niveau des quartiers qui étaient le revenu médian et la densité de la population. Ensuite, il faut aussi savoir que dans nos analyses, toutes les données manquantes pour les covariables individuelles ont été traitées par des méthodes d'imputation multiples. Et nous avons donc mis en place, pour estimer les associations, des modèles logistiques stratifiés par le genre, donc en distinguant les filles et les garçons, en utilisant donc le poids échantillonnal fourni par le QSG. Les résultats donc permettent
de décrire les associations entre l'exposition à la végétation et les différentes formes de violence dans les relations amoureuses chez les filles et chez les garçons séparément. D'abord, ici, on observe les résultats chez les garçons. On observe donc que par rapport aux garçons qui résident dans des milieux avec moins de 15% de végétation, ceux qui résident dans des milieux avec un couvert végétal de plus de 30% ont un risque plus faible de perpétrer de la violence psychologique et de subir de la violence psychologique et de la violence physique et sexuelle. Chez les filles, par contre, nous avons observé aucune association pour les différentes formes de violence dans les relations amoureuses qui étaient mesurées. Donc ces résultats sont intéressants et suggèrent donc un certain rôle de la végétation qui pourrait varier selon le genre. Donc si je résume un peu les résultats que je viens de vous présenter, on observe qu'un niveau de végétation plus élevé dans les milieux de résidence est associé à un risque plus faible de violence dans les relations amoureuses et ceci pourrait surtout affecter les garçons. Cette association pourrait s'expliquer par le fait que la végétation pourrait diminuer le stress et améliorer la santé mentale des individus, qui sont considérés donc comme des facteurs de risque en matière de violence dans les relations amoureuses. Il faut aussi souligner que la végétation pourrait contribuer à diminuer les comportements agressifs et ceci pourrait particulièrement avoir un effet chez les garçons qui ont davantage tendance à adopter des comportements extériorisés comme des comportements violents ou des comportements agressifs. Donc, en plus fort niveau de végétation, pourrait permettre de prévenir ce type de comportement chez les garçons. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi nous avons observé des effets pour les garçons et non pour les filles. Et c'est assez cohérent avec ce qui a été observé par les précédentes études qui suggèrent en fait que les garçons seraient plus sensibles aux caractéristiques de leur quartier, mais qui seraient aussi également plus sensibles à l'effet protecteur du niveau de végétation. Par rapport aux précédentes analyses que j'avais menées dans le cadre de ma thèse, ces résultats sont aussi intéressants parce qu'ils soulignent que parmi les différentes formes de végétation, ça serait surtout l'exposition aux arbres en milieu urbain qui pourrait avoir un effet protecteur sur ces comportements. Et donc, ça souligne plus particulièrement l'intérêt donc de mesurer le niveau de canopée et l'exposition aux arbres pour mieux comprendre donc leur effet sur la violence dans les relations. Donc, malgré ces résultats intéressants, il faut considérer certaines limites, mais aussi certaines forces par rapport à cette étude. D'abord, il faut savoir que cette étude est une des rares études qui a été menée au Québec, qui aborde donc le rôle des facteurs socio-environnementaux liés au quartier des résidences en lien avec les violences dans les relations amoureuses, et que ces études utilisent donc les données de l'EQSJS qui fournit un échantillon représentatif des adolescents pour l'île de Montréal et qui contribue donc à la performance de nos analyses et à la robustesse et à la précision de nos estimations. Ces résultats sont aussi intéressants parce qu'ils ont permis de souligner le rôle d'autres déterminants socio-environnementaux qui n'avaient pas été analysés jusqu'à présent ou en tout cas peu abordés dans les précédentes études, qui, je vous le rappelle, mettaient surtout l'accent sur le rôle des facteurs de risque et liés à l'environnement social. Une autre force de cette étude est aussi qu'elle a permis de considérer différentes formes de violence dans les relations amoureuses. On a distingué ici les formes psychologiques des formes physiques et sexuelles et en matière de perpétration et de victimisation dans les deux cas. Alors que la plupart des études ont tendance généralement à combiner l'ensemble de ces mesures ou à s'intéresser surtout aux formes physiques et sexuelles. Donc malgré ces nombreuses fausses, il faut aussi considérer certaines limites. D'abord, ici, c'est une étude transversale qui pourrait limiter donc la capacité à conclure un lien de causalité, même si ici, un lien de causalité inversé entre la violence dans les relations amoureuses et l'exposition à la végétation serait difficile à supposer. Donc ce biais pourrait être assez faible dans notre cas. Un autre, par contre, biais qui pourrait être important ici concerne le nombre important de codes postaux. Donc, 26% des adolescents n'avaient pas rapporté de code postal, ce qui a engendré une exclusion de ces participants dans notre étude. Des analyses de sensibilité ont montré que les caractéristiques de ces individus n'étaient pas différents de ceux que j'avais inclus dans mes analyses et ne devraient pas donc avoir de conséquences majeures dans nos estimations. Par contre, ça a eu pour conséquence de réduire la puissance statistique et donc notre capacité à observer éventuellement certaines associations. Enfin, la dernière limite ici, c'est qu'on n'a pas été capable non plus de distinguer les formes physiques et sexuelles, étant donné que la violence sexuelle perpétrée chez les garçons avait une prévalence relativement faible et ne pouvait pas être modélisée donc séparément de la forme physique. Nous avons donc décidé d'utiliser une mesure combinée de ces deux formes, mais les futures études devraient davantage s'intéresser à évaluer les liens entre les déterminants socio-environnementaux et les formes physiques et sexuelles séparément, pour mieux comprendre le rôle sur chacune de ces deux formes.
Enfin, ces résultats présentent toutefois de nombreux avantages en matière de pratique. Ils soulignent donc l'importance d'accroître le niveau de végétation au milieu urbain pour prévenir les violences dans les relations amoureuses, qui pourraient notamment passer par la plantation d'arbres en bord de rue ou dans les parcs, par exemple, avec pour objectif éventuellement d'atteindre un minimum de canopée de 30% dans l'ensemble des quartiers. Pourquoi 30%? Parce que comme on le voyait dans nos résultats, c'était à partir de ce seuil où on observait le plus d'effets protecteurs sur ces comportements. L'intérêt aussi de cette pratique, c'est que ça peut avoir de nombreux avantages. Tout d'abord, ça représente un rapport coût-efficacité plutôt intéressant parce que le fait de planter des arbres pourrait coûter relativement peu cher par rapport à l'efficacité qu'on pourra avoir et les bénéfices qu'on pourra en tirer, que ce soit donc des effets sur le long terme, donc tant qu'on arrive à conserver un certain niveau de canopée, mais aussi parce que ça pourrait toucher un grand nombre d'individus et agir sur différents phénomènes sociosanitaires. C'est-à-dire que l'ensemble des populations qui vont être exposées à ce type d'aménagement vont bénéficier des effets positifs en fait, du niveau de végétation, mais aussi parce qu'au-delà de la violence dans les relations amoureuses, on sait que le niveau de végétation pourrait agir sur plein d'autres phénomènes sociosanitaires, notamment en matière de santé mentale ou de cohésion sociale dans les quartiers. Pour finir, donc, il serait particulièrement pertinent de favoriser une distribution plus équitable de la végétation. Si on prend le cas de Montréal, on a des analyses, des études en fait ont observé que les populations vulnérables ont tendance à résider dans des milieux où la végétation est moins dense. Pourtant, on sait que ce sont ces populations qui pourraient en tirer le plus de bénéfices, étant donné qu'elles pourraient être, avoir moins la capacité de compenser pour le manque de végétation en sortant, par exemple, de la ville pour avoir un accès à la nature. Je vous remercie et je vous invite à me poser des questions par la suite. Merci beaucoup pour la présentation, super pertinent et intéressant. Je passerai maintenant la parole à Émilie. Je vais partager mon écran. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Parfait. Donc, je m'appelle Émilie Laverge-Perrault. Je suis candidate au doctorat dans l'option Système, Organisation et Politique de santé à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique de Montréal, sous la direction de Marie-Josée Fleury. Donc, moi, je vous avertis à l'avance que je n'ai pas encore défendu mon protocole. Donc, mon protocole est encore dans son enfance. Donc, je vais vous présenter où est-ce que j'en suis pour l'instant. Et donc, mon protocole s'intitule Les profils et trajectoires de soins des jeunes aux prises avec des troubles liés à l'usage de substances au Québec. Donc, mon plan de présentation, je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel il se situe, l'état des connaissances et après ça, les objectifs de recherche que j'ai qui découlent de ce contexte et de cet état de connaissances-là. Donc, OK. Donc, la crise des opioïdes en Amérique du Nord se poursuit sans relâche. Et bien que la majorité des décès accidentels dus à la consommation d'opioïdes ont lieu en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, on s'entend que le Québec n'est pas épargné. Donc, les taux de mortalité attribuables à une intoxication par opioïdes sont en hausse pour la période de 2012 à 2016. Et le taux par 100 000 habitants de décès accidentels liés à une intoxication aux opioïdes était de 5,1 en mars 2023, en hausse par rapport à 2016 où le taux était à 2,1 %. Donc, cette crise s'insère dans un contexte plus large de la consommation de drogue et alcool. La prévalence de consommation suit une tendance à la hausse depuis les dernières années. Parallèlement à ça, les troubles mentaux et les troubles liés à l'usage de substances, donc à partir de maintenant, je vais dire TLS pour les troubles liés à l'usage de substances, c'est plus facile, sont parmi les principales causes d'invalidité dans le monde. Donc, ce sont les troubles les plus invalidants, même dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, qui sont les moins à même de supporter de tels fardeaux. C'est un principal contributeur au fardeau de l'espérance de vie corrigée de l'incapacité, donc les DALI, chez les jeunes âgés de 0 à 24 ans dans les pays à revenus élevés. Et c'est le septième principal contributeur dans les pays faibles et intermédiaires. Donc, on voit que la crise, la prévalence de consommation est une tendance à hausse, donc c'est un contexte d'actualité par rapport en ce moment. Par rapport à mon temps de connaissances, donc par rapport aux jeunes, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux jeunes?
On sait que selon une récente méta-analyse à grande échelle de 192 études épidémiologiques sur l'âge d'apparition des troubles mentaux dans le monde, l'âge d'apparition pour les TLS avait un pic à 19 ans et demi et une médiane à 25 ans. Puis il y a une tendance vers des âges plus jeunes pour les premiers symptômes que pour le premier diagnostic. Dans les TLS, donc les symptômes médians arrivent 9 ans plus tôt que 25 ans, soit dès l'âge de 16 ans. Puis, on sait qu'il est fréquent que les adolescents essayent l'alcool et les drogues pour la première fois à cet âge. Et la consommation de substances augmente sensiblement entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Donc, on va voir les deux pourcentages des chiffres, c'est entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc, la prévalence d'alcool entre l'adolescence et l'âge adulte, début de l'âge adulte, pardon, va de 46 à 84 Pour la prévalence des consommations de cannabis, c'est de 22 à 45 Et la prévalence de consommation de substances psychoactives va de 15 à 27 Et parmi les trois classes de substances psychoactives sont les analgésiques opioïdes, dont l'usage global a été le plus répandu. Donc, les adolescents de 12 à 17 ans et les jeunes adultes qui sont dits émergents, donc ça va de 18 à 24 ou même jusqu'à 29 ans, sont à un stade critique de leur développement, sont à l'interface entre l'enfance et l'âge adulte. Puis l'émergence de l'âge adulte est un stade de développement caractérisé par l'adoption progressive de rôles et de responsabilités d'adultes. Donc, parmi les nombreuses tâches de cette période figurent la recherche d'un emploi, la participation à des programmes éducatifs et l'établissement de relations intimes et une vie autonome. Et les jeunes de 12 à 29 ans représentent une population distincte qui sont à haut risque de développer des troubles liés à l'usage de substances, donc de TLS. Pendant les périodes de développement cérébral rapide, les jeunes sont particulièrement sensibles aux effets renforçants des substances. Et ces populations accordent une grande importance à l'expérimentation et à l'inclusion sociale, ce qui augmente leur vulnérabilité à la pression des pairs et au comportement à haut risque. Par rapport aux effets d'une consommation précoce de substances, une grande majorité d'adultes aux prises avec un TLS ont commencé à consommer de l'alcool ou des drogues pendant l'adolescence. Donc, une initiation précoce et une consommation plus élevée pendant l'adolescence sont des prédicteurs de résultats négatifs et de TLS à l'âge adulte. Ça correspond aussi à des effets néfastes au cours de la vie. Donc, il y a une charge accrue pour la santé mentale, puis il y a un lien bidirectionnel entre les troubles mentaux et les TLS. Il y a des problèmes de santé physique et cognitifs et neurologiques. Également, il y a aussi des liens entre les TLS et d'autres maladies. Donc, ça augmente le risque de transmission de maladies telles le VIH et l'hépatite C, qui entraînent d'autres problèmes par la suite, dont des problèmes de foie, par exemple, pour l'hépatite C. Également, des études ont démontré qu'un âge plus jeune et un trouble concomitant de TLS et troubles mentaux sont liés à des décès par surdose, intoxication et au suicide. Donc, il est très important d'utiliser cette population en particulier. Par rapport à l'utilisation des services, on sait que l'initiation au traitement et l'engagement, c'est des repères très importants pour le traitement des TLS. Que seule une minorité des personnes souffrant de TLS sollicitent de l'aide professionnelle et ceux qui souffrent de TLS en sollicitent encore moins que pour d'autres troubles mentaux. Pour les jeunes de moins de 25 ans notamment, le soutien informel est privilégié. Par contre, on sait que ce soutien informel est associé à un niveau plus élevé de besoins non satisfaits. Par rapport aux facteurs liés aux personnes et aux programmes qui limiteraient l'engagement des jeunes dans le traitement, donc limiteraient l'initiation au traitement, les facteurs qui sont liés aux personnes sont d'ailleurs la nature de la consommation, des caractéristiques démographiques telles que le sexe et l'ethnicité, notamment les jeunes noirs et latinos ils s'engagent moins dans les traitements par rapport à une population blanche, et l'absence de domicile fixe. Par rapport au programme, des fois, c'est un manque d'information ou d'accès. Des fois, c'est des croyances négatives à l'égard des services et des professionnels. Puis ces croyances négatives-là souviennent souvent des expériences négatives passées. Des études ont montré que le système était moins réactif, que les jeunes trouvaient que le système était moins réactif à leurs besoins par rapport à une population plus âgée. Et aussi, ça peut être aussi des défauts dans l'alliance thérapeutique entre les intervenants et les jeunes assistants des soins. Par rapport à l'adhésion au traitement, selon une étude récente sur les profils de patients atteints de TLS ayant abandonné ou non un traitement en dépendance, il y a un regroupement d'individus plus jeunes qui ont un TLS qui était associé à une continuité plus faible et à des soins moins adéquats par rapport à un âge plus avancé. Donc, être jeune, c'est d'être à risque d'abandon de traitement.
Et parmi les jeunes qui accèdent aux soins, il y a des facteurs d'adhésion. Donc, certains facteurs comme des symptômes autorapportés d'anxiété et de dépression font en sorte ils adhèrent mieux au traitement. Mais il y a aussi beaucoup de facteurs de non-adhésion. Donc, des antécédents criminels ou comportements dits délinquants, l'absence de domicile fixe ou vivant dans des zones défavorisées matériellement, ou la consommation de cocaïne sont des facteurs qui font qu'ils vont arrêter ou ils vont faire un drop-out de leur traitement. Donc, à ce niveau-ci, malgré le fait que leur trajectoire d'accès aux soins les avait menés aux portes des professionnels de la santé, plusieurs personnes souffrantes de TLS sont éliminées du traitement professionnel. Il y a quelques études qui ont été faites par rapport à la typologie des interventions chez les jeunes. Et quand ces études ont été faites sur les jeunes, souvent seront faites selon un type de consommation en particulier. Donc, les jeunes qui ont un TLS par rapport à la consommation de cannabis ou par rapport à la consommation d'opiacés. Par contre, il y a quelques constats qui en ressortent qui sont très, très intéressants, que la réponse au traitement, elle est hétérogène d'un individu à l'autre. Donc, les jeunes ne suivent pas un modèle uniforme d'utilisation des services de réadaptation en dépendance et que une analyse par grappe, donc les latent class analysis, permet d'identifier différents modèles de réponse au traitement en les classant en sous-groupes plus homogènes. Donc, ce que ces études-là suggèrent, c'est qu'elles suggèrent la nécessité d'intervention sur mesure qui prennent en considération les facteurs d'adhésion ou de non-adhésion au traitement. Et aussi, ça suggère une meilleure connaissance et classification des populations et des TLS spécifiques. Notamment, dans notre cas, ça va être par rapport aux jeunes. Euh, Donc, si je parle par rapport au Québec, il y a 16 centres de réadaptation en dépendance, les CRD, qui offrent des services de soutien et de traitement TLS. En 2010, il y avait 57 000 nouvelles demandes de services annuels, puis 30 proviendraient des jeunes de moins de 25 ans. C'est quand même assez conséquent. Puis, les CRD ont un mécanisme d'accès jeunesse. Mais malgré ceci, les études démontrent qu'au sein de ces CRD, un âge plus jeune est associé à une plus faible continuité des soins et une moins grande adhésion aux soins. Donc, comme les adolescents et les jeunes adultes sont des populations vulnérables dont les méfaits associés au TLS sont connus, des solutions doivent être développées pour mieux comprendre cette population et améliorer l'accès et l'efficacité des soins. L'importance de soutenir les efforts de prévention, la recherche et l'intervention auprès des jeunes ne peut être surestimée. Bien que plusieurs études nous offrent des informations sur les profils différentiels d'utilisateurs des CRD en fonction d'une cohorte globale d'individus de 12 ans et plus, peu d'informations spécifiques à une population de jeunes, donc adolescents et jeunes de 12 à 29 ans, a été identifiée au Québec et les connaissances demeurent lacunaires. Peu d'études se sont penchées sur les profils et trajectoires des soins de ces jeunes. Et l'interaction entre les jeunes aux prises des TLS, les trajectoires de soins et leurs besoins de soins perçus est intéressante, car elle éclaire de compréhension des processus de recherche d'aide, mais aussi les processus d'utilisation des soins au sein du système de santé. Et c'est dans cette optique-là que s'insère mon étude à moi. Donc, les objectifs de cette étude, donc l'objectif ultime de l'étude que je vais mener pour mon doctorat, ça va être une étude séquentielle à méthode mixte dont le but est de mieux comprendre et de mesurer les besoins des jeunes de 12 à 29 ans souffrant de TLS à travers des mesures statistiques quantitatives et une exploration qualitative des processus vécus par les jeunes afin de mieux répondre aux besoins de ces jeunes. Donc, dans un premier temps, ce serait de dresser les profils des jeunes de 12 à 29 ans, peut-être à travers 3 groupes d'âge, donc 12 à 17, 18 à 24 et 25 à 29, avec des TLS qui utilisent les CRD quant à la qualité, la durée et la continuité des services au Québec. Et ceci se ferait avec une étude de cohorte, donc un sous-échantillon d'une importante base de données clinico-administrative où les données de 14 des 16 CRD sont extraites du SIC CRD puis que les données de chacun des usagers de ces CRD-là sont jumelées aux données médico-administratives de la RAMQ. Donc, c'est à travers des études quantitatives sur une grande base de données. Puis cette même base de données-là va être utilisée par la suite pour évaluer les facteurs prédictifs de l'abandon du traitement chez les jeunes de 12 à 29 ans fréquentant les CRD au Québec précisément. Puis encore une fois, peut-être aussi avec les mêmes cohortes d'âge, donc 12 à 17, 18, 24, 25, 29. Et en troisième lieu, ça va être une étude qualitative qui va venir s'appuyer sur les données quantitatives qui ont été faites au préalable. Puis ça va d'évaluer l'expérience vécue par les jeunes de 12 à 29 ans quant à leur trajectoire de soins pour des TLS dans les CRD au Québec. Puis ils vont être recrutés à même les CRD. Donc, ça va être des entrevues semi-dirigées pour avoir leur perception à eux sur l'expérience vécue, leur expérience vécue, pour être capable de faire ce pont-là entre les données quantitatives et les données qualitatives. Donc, je sais que j'ai parlé vite, je suis désolée. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je reste ouverte par la suite.
Merci beaucoup, Émilie, pour ta présentation. Je vais maintenant passer la parole à Chloé pour notre dernière présentation. Excellent, merci beaucoup. Et voilà, est-ce que vous le voyez en mode présentation? On voit l'écran que toi, tu vois, donc on voit tes OK. notes. OK, je pense que je vais juste l'agrandir, ça ne marche pas normalement. Comme ceci. Ça va comme ça, on voit assez bien. Ça va, c'est correct. OK, parfait. Super, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter mon projet de maîtrise, notamment là, les résultats de mon projet de maîtrise sur l'effet de l'exposition aux activités de plein air et la satisfaction du besoin d'autonomie sur la santé mentale des adolescents. En premier lieu, on peut voir qu'il y a différents bienfaits de la nature sur la santé globale. En premier, là, concernant la santé globale, on peut voir qu'il y a une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution de l'activité nerveuse sympathique qui vient avec une augmentation de l'activité nerveuse parasympathique. Et on peut aussi voir là, une diminution du niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Puis, dans un autre lieu, on peut voir aussi là, qu'il y a des effets sur la nature, sur la santé mentale, sous deux différents mécanismes qui pourraient être expliqués. On a en premier là, la théorie de la restauration de l'attention de Kaplan et Kaplan. Cette théorie-là veut dire, en fait, qu'il y a une attention qui deviendrait involontaire. Et par cette attention involontaire, on permettrait là, un regain d'énergie et ça nous permettrait de restaurer notre attention, donc notre capacité à retrouver cette attention-là. Et la deuxième théorie, qui est la théorie de la réduction du stress de Ulrich. Ici, cette théorie démontrait qu'il y a différentes réponses physiologiques qui sont associées à des environnements naturels qui pourraient être considérés comme sécuritaires, qui font partie de l'évolution et qui permettraient de réduire tout simplement notre niveau de stress. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus dans la littérature, on peut voir qu'il y a encore plus de différents bienfaits de la nature sur la santé mentale. Donc, on a notamment des effets positifs là, sur l'anxiété, la dépression, les émotions négatives, la fatigue, avec une amélioration aussi de l'humeur, de la vitalité, puis un sentiment réparatrice, un peu comme les mécanismes qui ont été expliqués là, précédemment. Puis, on peut voir d'un autre côté qu'il y a différents bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. Concernant l'activité physique, on peut voir des bienfaits sur l'anxiété, la dépression, l'isolation sociale, le fonctionnement psychosocial, la qualité de vie et le bien-être. Qu'est-ce qui serait intéressant à voir ici, c'est comment combiner l'activité physique et la nature sous forme un peu d'activité de plein air et de comprendre les bienfaits des activités de plein air sur la santé mentale. Dans la littérature, il y a plusieurs différentes définitions des activités de plein air. Ici, j'ai décidé d'utiliser la définition du gouvernement du Québec, qui est une activité physique pratiquée en milieu ouvert dans un rapport dynamique et harmonieux avec les éléments de la nature. Qu'est-ce qu'il resterait à découvrir? On peut voir qu'il y a peu de données probantes là, sur les différents mécanismes qui expliquent les bienfaits des activités de plein air sur la santé mentale. Toutefois, là, on peut voir dans la littérature là, différentes théories qui peuvent être expliquées, notamment la théorie de l'autodétermination et le lien entre le sentiment d'autonomie et les activités de plein air. Une étude, par exemple, là, démontre qu'une activité qui est faite dans une activité physique qui est faite à l'extérieur pourrait être prédicteur d'un plus faible niveau d'anxiété qu'une activité physique qui est faite à l'intérieur. Pour mon projet de recherche, je regarde là, principalement l'objectif, en fait, de voir si la fréquence d'exposition aux activités de plein air pourrait être associée là, à une augmentation, donc une meilleure santé mentale positive chez les adolescents. Et je vais vous montrer là, quel adolescent par la suite. Et ensuite de ça, je regarde aussi si la satisfaction du besoin d'autonomie, donc qui est issue de la théorie de l'autodétermination, pourrait être une variable là, qui est médiatrice de cette association.
Donc, concernant la variable d'exposition, qui est la fréquence d'exposition aux activités plein air, on a une liste de différentes activités de plein air et les participants déterminent la fréquence qu'ils participent à ces activités. Concernant la santé mentale positive, on utilise le Mental Health Continuum Short Form, qui est là, une mesure qui est émotionnelle, sociale et psychologique. Et ensuite de ça, pour l'autonomie, on utilise le Basic Psychological Need in Life Scale, qui est une échelle là, sur 7 items. Donc, concernant mon projet de maîtrise, on a utilisé les données de l'étude longitudinale Match, qui comporte 929 participants. Et ces participants ont répondu à des questionnaires auto-rapportés et on a présentement 27 cycles de données qui sont prêts à être analysés. Donc, Match, pour donner une idée, là, pour cette étude, c'est mesurer les activités des jeunes pour mieux comprendre leurs habitudes. Concernant mon projet de maîtrise, donc les différents groupes qu'on cible, donc on a les jeunes adolescents de 14 à 15 ans, on a les adolescents d'âge moyen de 15 à 16 ans et on a le groupe des adolescents âgés de 16 à 17 ans. Donc, un peu comme expliqué là, précédemment pour ce qui est de la variable de plein air. Donc, les participants ont répondu à une question. Donc, pense aux activités que tu as faites à l'extérieur de ton cours de gym dans les 4 derniers mois. Combien de fois as-tu participé aux activités suivantes? Et donc, les participants devaient répondre à chacune de ces 36 activités de jamais à presque tous les jours, selon s'ils avaient participé ou pas au cours des 4 derniers mois. Et puis, se rajoute à cette liste de 36 activités, 13 activités physiques qui ont été recatégorisées dans une catégorie qui s'appelle Autres. Et considérant là, comment déterminer en fait puis opérationnaliser la variable de plein air. Donc, après avoir fait des recherches dans la littérature, on peut voir que parmi ces 36 activités, il y a 13 activités là, qui ressortent. Donc, on a notamment des travaux extérieurs, du skateboard, du golf, du canot, du ski de fond et ainsi de suite. Ensuite, concernant les résultats, donc, je vais vous présenter des résultats statistiques descriptifs là, pour les 3 groupes. Donc, pour les jeunes adolescents de 14 à 15 ans, on peut voir que leur fréquence d'exposition aux activités de plein air était environ là, de 2 fois à 2 à 3 fois par semaine. Donc, ici, c'est le 2,4. Et puis, la variété d'activités, donc, selon les 13 différentes activités auxquelles ils pouvaient répondre, ils faisaient là, en moyenne une activité par semaine. Et puis, concernant l'autonomie, donc sur un score là, de 1 à 7, donc où 7 étant, ils se sentent plus autonomes, donc une meilleure satisfaction du besoin d'autonomie, ils sont à 4,8. Et leur santé mentale positive, donc un score là, de 0 à 70, parce que 70, c'est une santé mentale qui est florissante, ils seraient là, à 48,4. Donc, même chose ici, donc c'est le même processus, donc pour les statistiques descriptives, là, ici des adolescents d'âge moyen. Donc, on a là, des participants là, qui font environ là, 2 activités par semaine, une fréquence de 2 fois par semaine, mais par contre, un type d'activité par semaine. Et puis, l'autonomie est sensiblement le même et la santé mentale positive est un petit peu moindre, donc à 46,2. Et pour le dernier groupe, donc les adolescents âgés, donc de 16 à 17 ans, ici, on peut voir qu'ils font, on dirait, moins d'activités physiques là, de plein air par semaine. Donc, ce serait de 4,4 qui équivaut à 1 fois par semaine. Et la variété, donc le type d'activité sur les 13 activités serait à 1 fois. Donc, pour mon projet de maîtrise, donc, les résultats, on a fait des modèles de régression linéaire qui ont été ajustés pour différents facteurs de confusion, notamment l'âge, le sexe, la puberté et le revenu. Donc, pour les résultats, je vais vous présenter les résultats du groupe moyen, donc d'âge moyen de 15 à 16 ans. Donc, ici, l'idée, c'est de voir s'il y a une régression linéaire, donc une association entre la fréquence d'exposition et la santé mentale positive. Et on peut voir que quand il y a une augmentation de la fréquence d'exposition aux activités de plein air, on voit donc une association positive, donc une augmentation avec la santé mentale positive. Ensuite de ça, on regarde là, la fréquence
d'exposition avec l'autonomie, donc la satisfaction du besoin d'autonomie. Dans ce groupe-là, on ne voit pas d'association. Donc, lorsque la fréquence augmente, il n'y a pas nécessairement une association avec la satisfaction du besoin d'autonomie. Puis ensuite de ça, l'autonomie et la santé mentale positive, on voit une association positive. Donc, lorsque la satisfaction du besoin d'autonomie augmente, donc on a une santé mentale positive qui augmente. Donc, pour faire un petit peu là, un résumé là, des principaux constats pour les trois groupes, donc on peut voir ici qu'on a une association positive pour le groupe d'adolescents d'âge moyen, donc le groupe que je viens de vous présenter. Par contre, on ne voit pas aucune association là, avec les deux autres groupes. Ensuite, pour ce qui est de l'exposition aux activités plein air et l'autonomie, ici, on voit une association positive avec le plus jeune groupe, donc les jeunes adolescents là, de 14 à 15 ans. Mais pour les deux autres groupes, on ne voit aucune association. Et ensuite de ça, pour l'autonomie et la santé mentale positive, pour les trois groupes, là, on voit une association et une très forte là, association donc, de santé mentale positive et d'autonomie. Donc, concernant là, mon projet de maîtrise, là, on peut voir donc, dans les différentes forces, les différentes limites. Donc, le large échantillon là, a permis d'avoir beaucoup de participants. Donc, il y avait 929 participants à l'étude. Et puis, le devis longitudinal, donc le fait d'avoir 27 cycles, et il y a encore plus de cycles là, qui vont arriver là, dans les prochaines années. Donc, ça permet, entre autres, d'avoir des mesures successives dans le temps, ce qui nous permet donc de faire des analyses autant de régression linéaire que de médiation qui sont possibles. Et puis, ça nous permet d'associer, d'explorer en fait les associations à différents moments à l'adolescence, comme j'ai fait là avec les trois différents groupes. Toutefois, dans les limites, une des limites pourrait être le fait d'avoir créé une variable de plein air avec un projet de recherche, donc un questionnaire qui était principalement pour des activités physiques. Donc, on a regardé en littérature et tout, mais ça pourrait quand même être une certaine limite. Et évidemment, les mesures qui ont été auto-rapportées là, par les participants. Donc, concernant les implications, donc, on peut voir en fait que ce projet de recherche permettrait de mieux comprendre comment les activités de plein air influencent la santé mentale des adolescents, dans le but ici là, de favoriser le développement psychosocial des jeunes à travers des interventions ciblées, d'agir en amont des problèmes de santé mentale, puis de développer des recommandations en promotion de la santé mentale qui misent sur les activités de plein air. Donc, l'idée, donc, ce serait pour aller plus loin. Donc, ici, on se questionnait là, sur donc, l'autonomie. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant à faire peut-être dans des futures recherches? Là, ça serait de regarder aussi là, la compétence et le sentiment d'appartenance chez ces groupes ou chez différents groupes, vu que dans un projet comme le projet Match, on a accès là, à plusieurs données et plusieurs différents groupes d'âge. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé, pour ta présentation. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Avant toute chose, je souhaite remercier sincèrement nos conférencières et nos conférenciers pour leur présentation. Je remercie également nos participants pour leur présence à l'activité. À titre de rappel, donc, pour cette période, on va passer donc de conférencières à donc en ordre là, de présentation. Puis, je vous invite là à poser vos questions dans le chat ou à l'oral. J'invite également là, les autres conférenciers, conférencières à partager leurs questions également. Puis, après avoir là, laissé la place, je poserai mes questions également s'il me reste encore du temps. Donc, on va commencer avec Tania. Je laisse la place si les gens ont des questions. Christine, on n'a aucune question dans le module questions-réponses. Peut-être qu'on pourrait aller avec les questions directement. Pas de souci, je vais juste laisser la place s'il y a une question qui arrive. Ou aussi les conférenciers Oui. ont des questions aussi à poser. Sinon, je vais me lancer dans ce cas-ci. Tania, j'aimerais beaucoup en apprendre un petit peu plus là, sur la méthode de photographie participative. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta méthode? Oui, bien sûr. Mais c'est sûr, oui, c'est pas quelque chose de très connu. Je dois avouer que mon intérêt... Oh, désolée, je vois que j'ai plus beaucoup.
Je vois que comme mon intérêt pour cette méthode est principalement, je pense, partie d'un intérêt personnel. J'aime beaucoup les méthodes créatives et je me suis dit que c'était vraiment une bonne façon de pouvoir vraiment promouvoir la participation des étudiants. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment la principale raison pour laquelle j'ai utilisé la méthode participative. À mon avis, utiliser une approche participative dans des recherches favorise vraiment la transférabilité des résultats. Je crois que si on veut, surtout lorsqu'on veut implanter quelque chose, si on a les participants qui sont présents dans le processus, mais on s'assure de réaliser quelque chose qui répond vraiment à leurs besoins. Donc, on augmente les possibilités que justement, ce soit quelque chose qui puisse être présent sur le long terme. Les méthodes participatives permettent également d'avoir un rôle central pour les participants dans la recherche. Donc, on met vraiment en lumière l'expérience des participants. C'est une méthode qui est souvent utilisée, pas souvent, mais qui est quand même utilisée lorsque on veut aborder des sujets qui sont moins concrets, donc des thématiques plus abstractes. Puis, qu'est-ce que je dirais aussi, c'est que ça a quand même fait ses preuves avec des populations comme celle des jeunes dans différents types de contextes et également lorsqu'on aborde des thématiques qui peuvent être stigmatisantes comme celle de la santé mentale. Oui, donc c'est certain que je pense que les jeunes ont cette facilité-là peut-être à utiliser l'art ou dans ton cas la photo pour s'exprimer. Donc c'est certain que c'est intéressant. Je voulais savoir en lien avec ça, c'est quoi les prochaines étapes? Où est-ce que tu t'en vas pour la suite? Est-ce que tu as prévu présenter tes résultats éventuellement là, à des utilisateurs de connaissances? Oui, donc toujours dans une visée de recherche participative, là, je vous ai présenté vraiment plus la partie qualitative. Cependant, c'est vraiment, dans le cadre de ma maîtrise, c'était vraiment, ça incluait un scoping review et également la participation d'un comité consultatif, donc composé d'étudiants, professeurs, puis juste la direction des programmes également, dans le but de vraiment avoir une opinion sur les résultats qui ressortent et favoriser donc sur le long terme l'implantation ou la modification d'une intervention qui existe pour justement répondre efficacement aux besoins des étudiants. Également, s'il s'agit ça de la partie études qualitatives, donc comme je disais, j'ai pas eu beaucoup d'étudiants. Malheureusement, le recrutement a été fait pendant la COVID, donc ça l'a vraiment pas aidé. Mais il y a de nouveaux étudiants qui vont justement se joindre au projet pour avancer le recrutement. Et c'est dans une étude mixte. Donc, on aura ensuite une partie quantitative qui sera présente également pour pouvoir favoriser, là en quali, on parle de transférabilité pour pouvoir assurer plus une généralisation des résultats avec la partie quantitative. Excellent, merci beaucoup. Je vais passer, excuse-moi pour mon chat, à la prochaine présentation. Paul, je voulais savoir, donc l'exposition à la végétation, ça a été mesuré avec des zones de 1000 mètres. Isabelle, pardon, avait une question. Je laisse la place. On t'entend pas. Bonjour, désolée. Oui, moi j'aurais eu une question pour Paul, puis ça fait un peu écho au projet de Chloé. Fait que peut-être que et Chloé et Paul, vous pouvez vous permettre de répondre. Mais on est beaucoup moins au fait de toutes les mesures de couvert de canopée pour mesurer justement la nature, mais on s'y intéresse de plus en plus. Puis je voulais savoir, Paul, à votre avis, est-ce que dans un projet, par exemple, comme celui de Chloé, on pourrait s'attendre à obtenir des résultats très différents en fonction de la mesure d'exposition à la nature qu'on utiliserait, soit une mesure qui est plus une mesure de perception, par exemple, comme Chloé le fait, versus une mesure de canopée comme vous l'avez fait dans votre projet. Donc, voilà. Merci pour la question. En fait, je m'étais posé exactement la même question que j'envisageais poser quelque chose de similaire à Chloé. Donc, je suis content d'avoir cette question. Justement, je me demande si il pourrait éventuellement avoir des effets différents. En tout cas, à mon sens, j'avais travaillé dans d'autres cas, pas directement avec les violences dans les relations amoureuses, mais plus en lien avec l'anxiété, la dépression, où en fait, justement, on observait des effets différents entre l'exposition à certaines ressources, que ce soit comme la canopée ou les parcs, et les effets plus spécifiquement de l'activité physique. Et en fait, ce qu'on observait, c'est que c'est souvent plus l'activité elle-même qui va avoir un effet,
Mais ce qu'on a observé aussi, c'est que les aménagements vont pouvoir favoriser ce type d'activité. Donc, ils pourraient en fait agir quelque part en amont des activités physiques qui vont être faites par les individus et qui pourraient par la suite aussi avoir des effets, soit sur la violence dans les relations amoureuses ou sur d'autres phénomènes de santé mentale. Merci beaucoup. Chloé, je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, ton avis. Oui, ben en fait, ça me faisait penser, des fois, là, on regarde aussi, je ne sais pas si vous connaissez là, l'approche 3, 30 et 300. Donc, vous avez nommé, entre autres, là, le 300%, pardon, 30% là, de couvert végétal. Donc, ça fait un petit peu le lien, mais pour rebondir, je pense que c'est sûr que, des fois, on parle là, d'un contact significatif avec la nature. Donc, c'est sûr que c'est encore une fois dans la perception, mais pour justement bénéficier de ce contact avec la nature, donc, il y a certaines études qui font un contact juste avec la nature, d'autres en mélange avec l'activité physique. Donc, c'est quelque chose qui serait intéressant là, de creuser davantage, là, certainement. Mais c'est ça, là, il y a beaucoup là, un retour sur cet aspect significatif là, de ce contact lien avec la nature. Tania, je peux laisser la parole. On t'entend pas. C'était une question pour Paul. Est-ce que c'est le bon moment où je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir encore sur ça ou j'y vais. Ben en fait, Paul, tu parlais du genre masculin et féminin, mais je me demandais si dans l'étude, on avait également pris en considération les autres identités de genre. C'est une bonne question. Ça aurait été en fait une information pertinente à intégrer, notamment parce que les autres identités de genre pourraient vraiment euh, avoir euh, vivre différemment leur exposition au sein des quartiers et du coup être influencés aussi différemment par ces facteurs. Mais dans le cadre de QSGS, la version que j'ai utilisée, en tout cas, on n'avait pas accès à ces informations. Donc, j'ai été obligé de me limiter à une dichotomisation en fait, du genre. Et c'est vrai que ça serait une information très pertinente. Merci beaucoup pour la question. Je l'avais dans ma liste, cette question-là également. Donc, merci beaucoup pour la question et pour la réponse. Comme le temps avance rapidement, oui, je vais prendre la question de Christophe. Oui, c'est ma caméra de Chromie. Non, ça, ben, pour répondre ça par rapport au genre, donc, tu n'as pas pu l'explorer, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une différence? Si oui, laquelle et dans quel sens que ça pourrait être? Donc, je sais qu'on balance souvent la question du genre, mais est-ce qu'on a des idées derrière et comment que ça pourrait s'expliquer si on regarde, et même au sein du genre, on peut pas faire de catégorie haute non plus, parce que entre une personne non binaire versus quelqu'un qui est plus dans la fluidité versus quelqu'un qui est plus non conforme versus quelqu'un qui est plus dans le genre culturel comme les Algonquins dans les cultures de Première Nation. C'est tous aussi on les met tous dans le même paquet, mais est-ce qu'on a des idées de où est-ce que ça pourrait aller et au-delà de ça, entre le lien entre orientation sexuelle aussi, est-ce que ça pourrait jouer et par rapport aussi à la diversité relationnelle qui va au-delà aussi de l'orientation et de l'identité de genre. C'est une question complexe, mais on a-tu une idée où est-ce que ça pourrait aller ou c'est trop. Personne ne s'intéresse à En ça finalement? Mhm. Merci pour la question. En fait, pour l'instant, dans la littérature, j'avais travaillé justement dans le cadre de notre projet plus spécifiquement sur les minorités de genre et d'orientation sexuelle. Et en fait, on sait vraiment peu de choses quant aux effets de quartier, en fait, donc quels que soient les facteurs qu'on étudie, pas forcément la végétation, mais même les autres facteurs socio-environnementaux, l'effet que ça peut avoir en fait sur la santé mentale et le bien-être de ces populations. Donc en fait, dans la littérature, c'est vraiment un manque actuellement dans ce qu'on sait actuellement. La plupart des travaux ont surtout regardé en fait l'effet, par exemple, de la violence dans les quartiers ou de la discrimination par rapport à ces minorités, par exemple. Mais par contre, on a vraiment peu d'éléments en ce qui concerne spécifiquement le niveau de végétation, même si on pourrait s'attendre éventuellement à des effets aussi potentiellement différents, étant donné que ces personnes pourraient subir davantage de stress aussi par rapport à leur quartier, de par leur statut minoritaire. Du coup, ça pourrait être effectivement intéressant d'aller plus spécifiquement observer les effets chez ces populations.
Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas plus de réponses à apporter. C'est vraiment un gros manque dans la littérature à ce sujet. Bon, merci. Merci beaucoup pour la réponse. On commence à manquer de temps, puis je ne veux pas retenir tout le monde. Donc, je vais poser une question rapide à Émilie concernant son projet. Donc, je voulais savoir, tu parlais au début là, qu'il y a peu de jeunes qui accèdent aux services. Alors, je me demandais pourquoi est-ce que tu vas étudier une cohorte de jeunes qui a accès justement là, au CRD? Oui, donc c'est une question pertinente. Mais justement, en combinant, ben, donc déjà, on a accès à un grand nombre de gens quand on fait l'étude de cohorte. Puis en combinant l'étude sur quantitative et l'étude qualitative de l'expérience vécue des jeunes, on pourrait avoir une meilleure idée de c'est quoi les barrières d'accès justement, puis qu'est-ce qui limite l'accès, puis qu'est-ce qui favoriserait l'accès pour essayer d'avoir cette vision-là de quoi mettre en place pour potentiellement améliorer l'accès pour les jeunes. Donc c'est certain que dans un monde idéal, tu aimerais aussi avoir des entrevues avec des gens qui refusent d'accéder ou qui n'ont pas accès ou qui ne vont pas chercher l'aide. Mais dans une première perspective, on sait qu'on peut avoir accès à cette population-là relativement facilement. Donc, avoir déjà cette idée-là de comment, puis c'est quoi les barrières qui ont été mises en place, puis mettons avoir une idée de leur trajectoire, si ça a eu 10 contacts avant d'avoir accès au CRD ou si c'est un contact ou si c'est la bonne personne. Donc, faire des promotions, de savoir qui contacter. Donc, dans cette cycle-là, de savoir comment réaménager les soins pour favoriser l'accès à une population plus jeune. C'est sûr, c'est certainement une population qui est plus difficile à atteindre, là, donc on est mieux d'y aller avec peut-être la population qu'on a plus de facilité à rejoindre au départ. Exactement. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. Armel l'a inscrit là, dans le chat, mais je vais vous le dire à l'oral aussi. Là, dans les jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations qui concernent l'enregistrement du webinaire et les diapositives. Ces informations-là vont aussi être disponibles sur le site web du réseau, sur la page YouTube de l'Axe Santé Mentale. Puis, si jamais vous avez des questions pour la suite, n'hésitez pas. On vous invite à être présent là, pour les 2 prochains webinaires qui auront lieu demain et la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes, puis à bientôt. Merci. Merci, au revoir.